Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance d'information de la série Destination UDM qui s'adresse aux amis internationaux de l'Université de Montréal, mais celle-ci plus particulièrement aux parents. Les parents qui, on le sait, et c'est bien normal, ont énormément de questions à l'approche du grand départ de leur enfant. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, nous sommes là pour y répondre et vous accompagner. Mon nom est Jonathan Castex, je travaille au service de l'admission et du recrutement de l'UDM et c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Les thèmes qui vont être abordés aujourd'hui ont été déterminés par les questions que vous nous avez fait parvenir à l'avance. Donc, nous allons d'abord évoquer la rentrée de l'automne 2021 avec les prochaines étapes, un petit peu les conditions, puis tous les aspects de la vie étudiante à l'UDM, mais également à Montréal plus largement, du logement en passant par les assurances, trouver une banque, etc. Et nous finirons avec les démarches d'immigration. Durant la séance, nous vous encourageons également à poser toutes vos questions grâce au petit onglet Q&A ou Q&R de votre application et nous y répondrons en direct. Par ailleurs, la présentation est enregistrée, donc elle sera disponible en rediffusion sur le site admission.umontréal.ca. Aussi, un membre de notre équipe en régie que vous ne voyez pas vous communiquera donc des liens à travers la petite section chat, des liens donc et des adresses courriels utiles. Voilà, tout est dit. Je vais maintenant laisser la parole à nos panélistes. Et pour commencer, nous accueillons donc la directrice générale du service de l'admission et du recrutement, Michèle Glémaud. Bonjour Michèle. Bonjour Jonathan. Donc, je pense que tu as un mot évidemment à l'attention de nos nouveaux amis et de leurs parents. Tout à fait, tout à fait. Alors, bonjour chers parents, bonjour chers futurs étudiants de l'Université de Montréal. Bienvenue à ce webinaire. Je vais commencer par faire un petit mot aux parents. Alors, chers parents, soyez fiers du parcours académique de vos enfants, car comme vous le savez, l'Université de Montréal a un processus de sélection. Et pour information, sachez qu'il y a plus de 35 000 personnes qui ont candidaté pour des programmes d'études à l'Université de Montréal et vos enfants ont eu la chance d'être admis à l'Université de Montréal grâce à la qualité de leur parcours académique. Alors, je tiens à faire une félicitation toute particulière à chacun de nos futurs étudiants que j'espère qu'on aura la chance de croiser sur le campus bientôt. On ne sait pas trop quand, mais bientôt. Et par ricochet, je tiens également à vous féliciter, vous, chers parents, car on sait le rôle stratégique d'accompagnement que vous jouez dans le parcours académique de vos enfants. Je tiens à vous remercier également d'être ici présents pour qu'on soit en mesure de répondre à toutes vos questions. Je tiens à remercier mes collègues, les collègues du service de l'admission, mais d'autres collègues également qui participent à ce webinaire, qui sont présents, très avenants pour pouvoir vous partager et répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et au plaisir de vous rencontrer à un moment donné sur le campus très bientôt. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Michèle. Donc, effectivement, comme notre directrice vous l'a dit, nous sommes là pour vous accompagner. Et ça tombe bien, nous allons aborder le premier thème de cette séance, donc la rentrée de l'automne 2021, les prochaines étapes à ne pas oublier. Et pour ça, j'accueille ma collègue, donc Sandra Jackson, conseillère au service de l'admission et du recrutement. Bonjour, Sandra. Bonjour, Jonathan. Bonjour à tous. Donc, on a eu énormément de questions sur les prochaines étapes de l'admission. Donc, peux-tu nous faire un petit topo sur les étapes qui restent avant d'arriver chez nous? Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que si jamais ce n'est pas encore fait, une des prochaines étapes, une des premières étapes à faire, c'est vraiment d'accepter votre offre. Mais normalement, la majorité des étudiants admis ont déjà accepté leur offre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On reviendra un peu plus tard dans le cadre du webinaire sur tout ce qui touche l'immigration et tout ça. Donc, je m'étalerai pas trop sur ce sujet-là parce qu'il y a vraiment d'autres étapes qu'il faut faire avant d'arriver. Une des principales étapes, c'est vraiment également de transformer votre admission conditionnelle en admission définitive. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre vous ont été justement admis de manière conditionnelle, donc soit parce que vous n'avez pas encore terminé votre diplôme préuniversitaire, par exemple. Donc, souvent, sur votre lettre d'admission, vous avez bien sûr d'indiquer la condition. Ça peut être, par exemple, de terminer le baccalauréat français ou d'un autre pays. On peut même vous avoir exigé de le réussir avec une moyenne X. Donc, la moyenne exigée peut varier d'un programme à l'autre. Donc, c'est vraiment important, dès que vous avez vos résultats finaux, de nous envoyer vos résultats finaux.
Et ça se fait de manière très simple. En fait, ça se fait tout simplement en passant par le centre étudiant, en téléversant les documents. Donc, que vous soyez étudiant et si vous êtes parent, n'hésitez pas également à passer le message à vos étudiants, à vos enfants. C'est très, très important qu'ils nous envoient les résultats finaux. C'est ce qui permet finalement de transformer l'admission qui, dans la majorité des cas, encore une fois, est conditionnelle en une admission définitive. Et justement, pour faire le pont sur ce que tu viens de dire, une autre question, donc qu'en est-il de l'inscription? Quand est-ce que les étudiants internationaux vont pouvoir commencer à faire leur choix de cours et regarder un petit peu leur panier? Oui, le choix de cours et l'inscription, c'est un grand sujet. En fait, ce qui peut être un petit peu déstabilisant, soit pour les étudiants ou leurs parents, c'est que dans notre système scolaire à nous, ce sont les étudiants qui choisissent les cours auxquels ils vont assister pour la prochaine session. Bon, je vous rassure, c'est quand même très, très bien cadré, c'est bien normé, mais c'est vrai que l'étudiant peut choisir de commencer par un cours A ou un cours B, et l'horaire peut varier également. Donc, finalement, l'étudiant crée un petit peu son propre horaire en choisissant ses cours. Quand est-ce qu'on peut le faire? Bien, on peut le faire dès que l'admission est définitive. Donc, à ce moment-là, pour les étudiants qui sont admis de manière conditionnelle, dès que vous nous avez envoyé finalement votre preuve que vous répondez à la condition, à ce moment-là, vous aurez le droit de procéder à l'inscription au cours. Le plus simple, très honnêtement, c'est souvent de commencer avec les cours obligatoires. Mais vous allez voir, il y a énormément d'aides disponibles, que ce soit sur les sites web, de la part de votre département également. Souvent, on vous propose un parcours typique également, par quel cours c'est plus logique de commencer. Donc, vous allez voir, vous allez être bien accompagné dans ce processus-là. Parfait. J'en profite pour mentionner, j'ai un œil également sur mon deuxième écran de contrôle avec beaucoup de questions qui arrivent déjà sur l'immigration. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera également un peu plus tard. Donc, on garde bien vos questions, mais ce sera pour notre représentant du Bureau des étudiants internationaux. Également, une question qui revenait assez souvent, peux-tu rappeler les grandes dates de notre calendrier universitaire qui, c'est sûr, est peut-être différent de calendrier d'autres pays. Donc, il faut bien, je pense, avoir les dates en tête. Oui, parce que c'est vrai que ça change d'un système scolaire à l'autre. Chez nous, en fait, l'année académique est divisée en 3 périodes, donc 3 trimestres. Les 2 trimestres pour lesquels les étudiants étudient à temps plein, c'est vraiment le trimestre d'automne et le trimestre d'hiver. Donc ça, c'est vraiment une session typique universitaire. Donc, grosso modo, ça peut varier bien sûr d'une faculté à l'autre, mais grosso modo, ça commence vers le 1er septembre. La première session, le premier trimestre se termine un petit peu avant Noël et le trimestre d'hiver recommence vers le 5, 6, 7 janvier dans ces eaux-là. Le trimestre d'été est un trimestre qui est facultatif, donc on peut prendre des cours d'été, on peut s'avancer, on peut partir en vacances, on peut travailler, bref, il y a mille et une choses qu'on peut faire durant le trimestre d'été. Bon à savoir aussi, parce que je sais que c'est une question des parents qui revient systématiquement, est-ce qu'il y a des vacances de prévues durant le trimestre d'automne ou d'hiver pour permettre peut-être un retour au pays ou quoi que ce soit? Bien oui, sachez que dans notre système scolaire, il y a ce qu'on appelle les semaines de relâche qui sont prévues à l'horaire. Donc, il y en a une prévue au trimestre d'automne et une autre prévue au trimestre d'hiver. Donc, grosso modo, c'est vers la 3e du mois d'octobre et vers la 1re du mois de mars pour le trimestre d'hiver. Parfait. Je vois également une question, tu l'as mentionné déjà. Si vous ne voyez pas le petit onglet pour téléverser vos documents finaux, ça va arriver dans le courant du mois de juin. Donc, c'est normal si vous ne la voyez pas, mais elle va apparaître dans votre centre étudiant sous peu et vous aurez évidemment jusqu'à la réception de vos documents pour les téléverser. Mais si vous ne la voyez pas au mois de mai, c'est normal, pas de panique de ce côté-là. Oui, en effet, elle arrive en fait fin juin, début juillet et c'est vraiment sous la même modalité quand les candidats nous ont envoyé leur relevé de notes des années dernières. C'est vraiment le même mécanisme. Donc, normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, une petite question rapide qui revient également sur les modalités de cours pour l'automne prochain. Évidemment, on voit une éclaircie, évidemment, notre recteur l'a dit, un retour marqué en présentiel, mais concrètement, peux-tu nous expliquer un petit peu comment va se dérouler la rentrée à l'heure actuelle? Oui, on aimerait tous avoir une boule de cristal pour pouvoir bien prédire l'avenir. C'est sûr que pour l'Université de Montréal, c'est très important de suivre les réglementations et les recommandations de la santé publique. Donc, c'est sûr qu'on suit ça de manière très, très assidue, mais c'est sûr qu'il y a un retour sur le campus qui sera beaucoup plus marqué que pour les sessions dernières. Maintenant, c'est pour ça également qu'on insiste beaucoup auprès des étudiants pour obtenir leurs documents d'immigration. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour le prochain trimestre, ça va être important d'être sur place, que ce soit différentes modalités de cours qui pourront être prévues, mais c'est vrai qu'un total à distance, comme on a vu dans les dernières sessions, ce n'est pas du tout vers ça qu'on se dirige pour l'instant.
Parfait. Une question également qui revenait liée au financement, donc plus en général, c'est-à-dire doit-on payer d'un coup toute la session? Peut-on étaler? Est-ce qu'il y a des financements, des bourses, etc. Peux-tu nous faire un résumé en gros de la section financement? Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est une question qui revient souvent. Déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les droits de scolarité sont payables par trimestre. Autrement dit, dans le cours du trimestre d'automne, vous payez les cours qui vont être suivis dans le trimestre d'automne et même chose pour le trimestre d'hiver. Si jamais l'étudiant suit des cours d'été, à ce moment-là, il y a une facture supplémentaire qui arrive dans le cadre du trimestre d'été. Donc, on ne paye pas d'un coup l'ensemble des droits de scolarité pour l'année. On paye vraiment chacun des cours qu'on suit et la facture arrive vraiment par trimestre. En ce qui concerne les bourses, il y a plusieurs types de bourses qui peuvent intéresser les étudiants. Il y a bien sûr les bourses d'admission qui sont disponibles pour certains étudiants internationaux. On parle ici bien sûr des étudiants avec lesquels on n'a pas nécessairement d'entente gouvernementale pour abaisser les droits de scolarité. Et ça, c'est quelque chose d'automatique. Donc, si jamais vous êtes au courant, c'est arrivé vraiment au niveau de l'admission, vous n'avez pas de démarche à faire supplémentaire pour avoir ces bourses-là. Il y a d'autres types de bourses, d'autres types d'aides, mais c'est sûr que souvent, pour les étudiants internationaux, on retrouve beaucoup plus les autres types de financement aux études supérieures, donc par exemple maîtrise, doctorat, donc un peu plus au niveau des programmes de recherche. Parfait. Avant de passer au sujet, je remonte un petit peu un sujet. Des personnes nous demandent qu'arrive-t-il s'ils ne respectent pas toutes leurs conditions d'admission? Oh, la note qu'ils ont obtenue est un tout petit peu plus basse ou une condition n'est pas remplie. Est-ce qu'ils doivent quand même nous envoyer leurs résultats? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est sûr que l'important, c'est de nous envoyer les résultats finaux. Si malheureusement l'exigence n'est pas respectée, on va voir avec l'étudiant qu'est-ce qu'on peut faire. Parfois, l'étudiant il a fait plusieurs choix de programme, mais on peut éventuellement retourner voir son choix 2 ou son choix 3. Donc, dans le doute, envoyez-nous les résultats et on va voir avec vous comment est-ce qu'on peut vous proposer peut-être quelque chose d'autre. Donc, on a parlé évidemment de la rentrée, des cours, du financement, etc. Ça fait beaucoup d'informations, mais rassure-nous, comme chaque année, il va y avoir une semaine d'accueil et d'intégration. Oui, et cette semaine, on a eu le droit d'avoir un petit aperçu de ce qu'il va y avoir durant cette semaine et c'est vraiment très sympathique le programme d'accueil qui est en train de se préparer pour les étudiants cette année. Donc, c'est vraiment une semaine d'accueil, d'intégration. C'est vraiment une semaine où on fait en sorte que les étudiants deviennent vraiment des étudiants de l'Université de Montréal. En fait, ils s'approprient l'université, rencontrent des gens, découvrent un petit peu notre fonctionnement. Donc, c'est vraiment une semaine à ne pas rater. Donc, cette année, c'est la semaine du 25 août avec plusieurs activités d'organiser, mais rassurez-vous, les étudiants vont recevoir de l'information et vont recevoir l'horaire complet de cette semaine sous peu. Parfait. Merci. On va passer à notre second sujet, donc la vie étudiante à l'UDM, mais plus largement à Montréal, évidemment, parce que faire des études, c'est un projet de vie également qui nous engage sur plusieurs mois, voire années. Sandra, je te garde avec moi, mais j'accueille également Monsieur et Madame Sanchez, qui sont des parents d'une étudiante qui est venue chez nous au baccalauréat et qui a même poursuivi à la maîtrise parce qu'on pensait que c'était important d'avoir la vision de parents. Donc, ils sont passés par là. Donc, est-ce que monsieur et madame Sanchez peuvent apparaître? Oui, ils arrivent. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, merci de votre participation. Donc, je rappelle, vous nous venez de France, pas très loin de Paris, Oui. et vous avez votre fille donc, qui est partie faire son baccalauréat et qui a poursuivi à la maîtrise chez nous. Donc, vous êtes déjà passé par là. Donc, ma première petite question, c'est surtout pour rassurer un petit peu les parents. Que retenez-vous de cette expérience à la fois en tant que parent, mais également peut-être pour votre fille à l'Université de Montréal? On va recommencer. Ça a été moi, ce que je ressentirais tout, c'est un immense plaisir. Voilà, un immense plaisir d'avoir connu cette expérience. Autant qu'en tant que parent, autant que notre fille en tant qu'élève. C'était une découverte au Canada. Et l'Université de Montréal, ça a été aussi extraordinaire. Donc, c'est rassurant de voir que vous êtes passé par là et puis que ça s'est très bien passé. Donc, pour ceux qui s'apprêtent à voir partir leur enfant, je pense que c'était essentiel d'avoir votre regard. Donc, déjà, la première question que je pourrais penser, c'est un peu sur la préparation au départ. Qu'est-ce que vous avez pu faire déjà depuis la France, les banques, etc. Et puis, à votre arrivée, également, les premières choses à penser pour l'installation, etc. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ou choses à ne pas oublier? Alors nous, la partie en fait administrative,
Les banques, etc., on l'avait fait partiellement en fait de France, c'est-à-dire qu'on a une banque et on a fait le nécessaire avec la banque pour connaître la banque partenaire, donc au Canada et à Montréal, pour faire une pré-ouverture de dossier. Donc ça s'est fait très rapidement puisque nous sommes à la BNP et donc il y a une banque partenaire et ils nous ont tenu informés que c'était la Scotia à Montréal. Voilà, donc on est parti avec tous nos documents. Après, pour la partie du logement, alors au départ, puisqu'elle ne connaissait personne, hein, comme l'ensemble des étudiants, on a loué en fait une chambre à l'université. Voilà, donc ça s'est fait en ligne aussi et très rapidement. Très rapidement, voilà. On a fait ça il y a 6 ans maintenant, on avait fait ça, je crois, autour du mois de mars. Mois de mars, on avait fait la réservation de son appartement. Et puis bon, après, il s'est avéré que comme tous les étudiants, en fin d'année, elle a changé, elle a trouvé une colocation. Mais c'était un peu l'idée de toute façon, c'est qu'elle puisse être rassurée à avoir un logement tout de suite. Très bien passé aussi. On a fait la pré-réservation en ligne. Voilà. Après, pour tout ce qui était frais de scolarité, etc., on a eu des personnes vraiment charmantes par email tout le temps à l'Université de Montréal qui répondaient à toutes nos questions. Donc, nous, on voulait savoir à peu près le budget au niveau de la nourriture, au niveau de son budget mensuel. On a eu toutes les informations qui sont avérées complètement correctes, mais c'était exactement ça. Ouais, on n'a jamais dépassé les budgets qu'on nous a donné. Qu'on nous avait donné. Voilà, donc en fait, on avait aussi des relais, c'est vrai, par email. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc la banque, le logement sur place. Et puis après, quand on est venu, c'est fait quand même simplement parce que de toute façon, voilà, tout le monde parle français. Vous voyez que tout le monde est charmant. Donc voilà, les gens sont tous charmants à Montréal. Donc nous, ça a été aussi une surprise, une découverte et ça s'est fait d'une manière fluide, toujours agréable et assez aisée. Donc c'est vrai que le mot, quand on s'est parlé avant la présentation pour se rencontrer, le mot qui revenait souvent, c'est pas de stress, vraiment, même si c'est un séjour à l'étranger, vraiment bien. Il y a plusieurs points qui n'ont pas à stresser ici. Je reviens sur 2 éléments que vous avez dit, puis Sandra pourra préciser. Les banques, bon, évidemment, vous avez regardé les accords, mais on rassure que même si entre votre banque actuelle dans votre pays n'a pas d'accord avec les banques canadiennes, vous pouvez évidemment facilement ouvrir un compte ici. Donc, c'est évidemment, on le recommande même, surtout si vous restez longtemps. Donc, vraiment, même s'il n'y a pas d'accord, évidemment, vous pourrez facilement ouvrir un compte ici. Et il y a également la question du logement. Effectivement, nous proposons des résidences universitaires, mais c'est vrai qu'avec le contexte actuel, il y a, on le sait, un peu moins de place qu'il y a habituellement parce que, évidemment, la sécurité et les conditions sanitaires nous obligent en fait à espacer un petit peu les personnes dans nos résidences. Mais je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir de ce côté-là. Autour de l'université, il y a des logements étudiants. C'est assez facile de se loger à Montréal. C'est très facile. Je pense que le mot d'ordre, en effet, pour le logement, parce qu'on sait que ça peut être une source de stress pour plusieurs étudiants, je pense que le mot d'ordre, c'est oui, ça peut être un petit peu compliqué de l'étranger, ça demande quelques démarches supplémentaires, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins compliqué que dans différents pays ou différentes villes, un peu partout. Ah non, tout est facile au Canada. C'est facile, il n'y a rien de compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a également une question qui revient que j'ai vu passer dans le défilé, c'est sur l'emploi étudiant, par exemple. Pouvons-nous concilier études, travail? Est-ce facile déjà de trouver un emploi, etc. Donc, vous, je pense que votre fille a travaillé durant ses études, donc c'était assez facile. Pas au début, hein. Elle n'a pas travaillé. Pas la première année, je crois. Elle n'a pas travaillé, je crois, même pendant les 3 premières années. Je crois que pendant ses années de licence, je ne me souviens pas. C'est à partir de sa maîtrise qu'elle a commencé à travailler de mémoire. Non, au bout d'1 an et demi, je crois. Ah bon? D'accord, je me souviens. D'accord. Si, elle est rentrée, peut-être pas la première année, mais dès la deuxième. Oui, d'accord. Et c'était très facile parce qu'en fait, au Canada, c'est très simple. Il suffit de descendre en bas de la rue. Vous faites tous les commerces environnants et puis vous trouvez du travail. C'est son expérience. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a descendu de chez elle. Elle a fait une 50aine de mètres. Elle a tapé à tous les bars ou tous les restaurants. Et puis, elle a présenté son CV. Elle est embauchée tout de suite. Et elle a changé plusieurs fois de travail. Et ça a été très facile. Elle a trouvé toujours facilement. Mais vraiment facilement. C'est peut-être de la chance.
Oh, pardon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le permis de travail est déjà prévu, en fait, dans le cadre des documents administratifs, des documents d'immigration que les étudiants viennent récupérer pour venir étudier chez nous. Il y a déjà un permis de travail qui, justement, permet de travailler, que ce soit sur le campus ou sur la ville de Montréal. Il y a des règles quand même, mais c'est bon à savoir que ce n'est pas des règles supplémentaires. Moi, j'ai vraiment une question pour vous, parce que souvent, c'est quelque chose qui revient systématiquement chez les parents et on le voit beaucoup dans les questions et dès qu'on parle également à des parents. Comment est-ce qu'on fait pour laisser partir sa fille ou son fils de 17-18 ans à plusieurs milliers de kilomètres? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire? Comment est-ce que vous avez vécu cet éloignement? C'est difficile, hein. Bien entendu, c'est difficile. C'est très difficile, hein. On ne va pas vous dire que c'est pas, enfin, ça reste éloigné. Bon, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un mois de vacances. Voilà, on a essayé aussi de l'accompagner, d'être là au départ. Maintenant, il y avait l'envie. Donc, il y avait l'envie, il y avait la motivation, il y avait le programme qui l'intéressait énormément. Et puis, nous, on a trouvé que c'était une très belle opportunité pour elle. Donc, nous, notre conception est qu'on ne fait pas des enfants pour soi. Donc voilà, nous, on souhaitait l'emmener et elle y est allée. Et on est très fiers de ça. Et elle, maintenant, elle est ravie. Donc, c'est ça notre plus grande fierté. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, forcément, c'est jamais facile. Même aujourd'hui, hein, maintenant, elle a décidé de travailler, puisqu'elle travaille maintenant à Montréal, et de rester. Elle a son ami, etc. C'est toujours un petit pincement, mais je préfère ça que d'avoir quelqu'un de malheureux en France. Donc, je préfère avoir quelqu'un éloigné et heureux que l'inverse. Ouais, elle est super heureuse, en fait, notre fille là-bas maintenant. Et puis, on ne peut pas avoir mieux aujourd'hui. On rassure également les parents. Maintenant, il y a les forfaits téléphones, mais également, je veux dire, plein de moyens de communication. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, parler à vos enfants aussi souvent que vous le voulez. Ça me rappelle d'ailleurs des questions qu'on avait pour suivre un petit peu l'assiduité de ces enfants pour ceux qui le veulent. Moi, je parle par expérience, je vous conseille au moment des examens d'appeler régulièrement, si vous le souhaitez, votre enfant pour suivre un petit peu son évolution, etc. Mais ne vous inquiétez pas, là, aujourd'hui, la distance fait avec tous les moyens et outils de communication qu'on a, qu'on l'en sent un petit peu moins peut-être qu'il y a quelques années. Une question également qui revenait très souvent, je vois le temps qui file, mais je me dépêche sur, donc Sandra, tu pourrais peut-être renseigner sur le transport. C'est vrai que c'est souvent une question, est-ce que l'université est bien desservie, etc. Donc, juste un petit mot rapide sur l'accès à l'université. Oui, bien sûr. En fait, l'université est très bien desservie au niveau transport en commun, que ce soit bien sûr le métro, les autobus, les pistes cyclables également. Et oui, croyez-le ou non, il y a des pistes cyclables à Montréal qui sont déblayées durant l'hiver. Donc, c'est un mode de transport qui sont plus utilisés. Donc, il n'y a pas de souci vraiment au niveau transport. La voiture n'est vraiment pas une obligation. Donc, ce n'est pas du tout un souci. Parfait. Et je rappelle également que pour le logement, on l'a dit, c'est assez facile. Vous pouvez aller, il y a énormément de groupes, que ce soit sur Facebook ou autre. Vous pouvez également entrer en relation sur le groupe UDM plus 1, qui est le groupe des nouveaux amis, comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a même un webinaire, on va en reparler, qui est fait justement pour trouver un logement. Donc, on en reparle un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas sur cet aspect on va dire, de l'émigration de votre enfant. Donc, je vois le temps file. Donc, merci beaucoup, monsieur et madame Sanchez, d'avoir participé à cette présentation et surtout de nous avoir partagé votre expérience. On est ravis de voir que ça vous a plu, puis ça a plu également à votre fille. Donc, un grand merci à vous. Merci à vous et puis merci à tous les enseignants du Québec et de Montréal, parce que pour moi, ça restera une expérience inoubliable. Voilà, et puis bonne chance pour bonne chance à tous les parents et les élèves. Et sachez que je dirais un petit mot pour tous les enfants qui vont passer leur bac. C'est un super booster pour que vous ayez votre bac. Et vous avoir le niveau pour entrer. Si vous voulez vraiment y aller, foncez. Merci à tous et bonne chance. Merci beaucoup, un beau mot de fin. Et merci également à Sandra, évidemment, d'avoir répondu aux questions. Donc là, maintenant, nous allons passer à la troisième partie de notre présentation. C'est évidemment, je vois beaucoup de questions passer là-dessus sur les démarches d'immigration, d'autant plus en contexte actuel. Donc, j'accueille le conseiller au bureau des étudiants internationaux, donc Ibrahima Traoré.
Ibrahima, bonjour. Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Merci beaucoup donc de participer. Donc, est-ce que avant un petit peu de parler des démarches, tu peux juste rapidement parler du BEI, quels sont ses mandats et puis de quoi vous vous occupez exactement? Oui, mais merci beaucoup. Avant tout, le Bureau des étudiants internationaux est vraiment un service, un des services aux étudiants. Donc, c'est-à-dire qu'on est un bureau qui est dédié à 100% aux étudiants internationaux. On les accompagne, on est là pour les informer, les aider et surtout, et après aussi les accueillir. Donc, dès que vous avez votre lettre d'admission, généralement, c'est avec nous que vous rentrez en contact pour qu'on puisse vous aider dans vos démarches d'immigration, que ce soit le CAQ, le permis d'études, l'AVE, le visa, etc. et tout. Et généralement, quand les étudiants arrivent sur place, c'est aussi nous qui nous occupons d'eux, donc de nous assurer qu'ils gardent toujours un statut légal au Canada. Et on les aide souvent aussi lors du renouvellement des documents d'immigration parce que souvent, les parents, papa, maman vont s'en occuper parce que les enfants sont en train de passer le baccalauréat. Donc, ils n'ont pas généralement le temps. Et quand arrive le moment de renouveler les documents au Canada, papa et maman ne sont pas là. Donc, généralement, c'est nous qui prenons le relais pour pouvoir les aider pour garder un statut légal au Canada. Mm-hmm. Donc, parfait. Justement, tu as parlé de documents, de formalités, etc. Certaines n'ont peut-être pas encore commencé les démarches. D'ailleurs, on vous encourage à le faire si ce n'est déjà fait. Mais peux-tu rappeler les grandes étapes avec le CAQ, le permis d'études, etc. de l'immigration? Bien sûr. Avant tout, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que les compétences au niveau d'immigration au Canada sont des compétences aussi bien au niveau du fédéral que de la province. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de démarche d'immigration, si vous décidez d'étudier dans la province du Québec, vous devez faire deux démarches. Des démarches avec Immigration Québec, pour commencer, c'est ce qu'on appelle le CAQ. Et par la suite, des démarches avec Canada pour le permis d'études. Maintenant, après ça, il faut savoir qu'il y a deux statuts d'étudiants. Vous avez des étudiants qui sont dans des séjours de moins de 6 mois. Généralement, ce sont nos étudiants en échange. Avant la pandémie, nos étudiants en échange n'avaient pas besoin d'avoir un permis d'études pour venir au Canada. Malheureusement, les restrictions aux frontières présentement obligent les étudiants qui sont en échange pour moins de 6 mois de demander un permis d'études pour pouvoir rentrer. Sinon, ils ne peuvent pas rentrer au Canada. Donc, ils n'ont pas par contre besoin de CAQ. Donc, ils sont exemptés du CAQ. La seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est d'écrire une lettre explicative pour leur dire qu'ils sont des étudiants en échange pour moins de 6 mois et étant donné qu'avec les restrictions aux frontières, ils ont besoin de venir au Canada vu que les cours en septembre vont être présentiels. Donc, ils font une demande de permis d'études sans CAQ. Et vous joignez bien sûr votre lettre d'admission d'un étudiant en échange pour moins de 6 mois. Et généralement, vous allez pouvoir avoir un permis d'études qui va vous permettre d'entrer au Canada. Maintenant, pour la majorité de nos étudiants qui sont inscrits ou qui vont s'inscrire dans un programme régulier, qui va amener à l'obtention d'un diplôme, en ce moment-là, malheureusement, vous ne pouvez pas échapper au CAQ. Le CAQ devient une obligation, donc vous allez devoir contacter Immigration Québec et faire votre demande de CAQ. Mais cela est super bien expliqué sur le site du Bureau des étudiants internationaux, c'est quoi un CAQ, et ensuite vous avez aussi les liens pour vous permettre de pouvoir faire une demande de CAQ. Et depuis la pandémie, le MIFI a accéléré son processus dans le sens qu'avant, il fallait tout envoyer par la poste. Maintenant, tout se fait en ligne via une application Arima. Donc, vous gagnez au niveau des délais de la poste. Donc, première étape, c'est faire une demande de CAQ. Généralement, les délais pour une demande de CAQ, on parle de 20 jours ouvrables, donc 1 mois jusqu'à 2 mois. Une fois que vous avez votre CAQ, vous allez lancer votre demande de permis d'études. La demande de permis d'études, elle varie. Elle varie en fonction du pays dans lequel vous êtes. Sur le site d'Immigration Canada, vous êtes capable de pouvoir, via un lien, de savoir c'est quoi les délais de traitement. Il y a une question qui revient souvent, c'est malheureusement, on a fait notre demande, mais les données biométriques, on ne peut pas les donner. Pour nos étudiants qui sont en France, je vous rassure tout de suite, depuis le 19 mai, le CRDV, qui est un centre de réception des demandes de visa à Paris et à Lyon, ont réouvert leurs portes. C'est sur rendez-vous. Donc, si vous avez normalement reçu votre confirmation comme quoi qu'il faut faire vos données biométriques, vous devez rentrer en contact avec eux pour prendre un rendez-vous pour pouvoir soumettre vos documents. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est vrai, tu as également parlé des délais à prévoir puisque c'est une question qui revient énormément souvent. Là, évidemment, on le comprend avec la COVID, le contexte actuel, évidemment, toutes ces formalités sont un peu bousculées par rapport à avant. Et peux-tu nous faire un petit topo sur la quarantaine? On a énormément de questions. Les étudiants vont-ils devoir faire une quarantaine? Où, etc. Donc, juste un petit topo sur ce volet. Parfait. Tu l'as si bien dit, présentement, on est tous en mode pandémie.
Donc, la pandémie fait en sorte qu'il y a des restrictions pour rentrer au Canada. Et parmi ces restrictions-là, ça fait en sorte que toute personne, que tu sois Canadien, résident permanent, résident temporaire ou visiteur qui a été accepté pour pouvoir rentrer malgré la pandémie, tu as une obligation de faire ce qu'on appelle la quatorzaine. Tu ne peux pas y échapper. Cette quatorzaine-là, elle se divise en 2 étapes. Le gouvernement du Canada, depuis le 22 février, a fait en sorte qu'il y ait une obligation de 3 jours à l'hôtel. Cette obligation de 3 jours fait en sorte que, avant même de pouvoir embarquer dans l'avion, vous devez réserver votre nuit d'hôtel quand vous arrivez parce que vous allez passer ces 3 jours-là. Donc, ça veut dire que vous allez faire d'abord votre test de PCR avant d'embarquer dans l'avion. Mais quand vous arrivez à Montréal aussi, vous allez passer un autre test. Et c'est là qu'ensuite, vous allez continuer à l'hôtel parmi les hôtels qui ont été choisis par le gouvernement. Et pendant que vous attendez à l'hôtel, vous allez recevoir votre résultat. Si le résultat est négatif, vous allez pouvoir finir cette quatorzaine-là ailleurs. Ça peut être un Airbnb que vous avez loué, ça peut être un appartement que vous-même vous avez loué, ou bien continuer votre quatorzaine dans une chambre d'hôtel que vous avez louée. Mais elle est obligatoire. Il y a aussi une question qui revient souvent. Est-ce que si je me suis fait vacciner, je suis exempté de cette quatorzaine? Malheureusement, au moment où je vous parle, la réponse est non. Il n'y a personne qui est exempté de la quatorzaine. Que ce soit un Canadien, un non-Canadien, toute personne qui rentre sur le territoire canadien par un vol a l'obligation d'être en quatorzaine, donc les 3 jours, comme je vous l'ai dit, à l'hôtel, et par la suite, le 11 jours qui reste dans un endroit que lui-même il a choisi. Parfait. Puis il y a une question également qui revient avec, à la fois que faire si le permis n'est pas là à la rentrée, si je ne l'obtiens pas en septembre, mais également, par extension, puis-je entrer au Canada sans permis d'études? Ce sont 2 questions qui reviennent. Je pense que pour cette question-là, la seule chose que je peux dire, c'est qu'au moment où je vous parle, parce qu'il faut savoir qu'avec la pandémie, avec cette restriction aux frontières, présentement, le gouvernement canadien a mis une restriction aux frontières jusqu'au 21 juin. Mais on s'est rendu compte que depuis l'année dernière, cette restriction est repoussée à chaque mois. Donc, le 21 juin, on va avoir de nouvelles informations à savoir est-ce qu'ils ont rajouté d'autres restrictions ou ils ont enlevé d'autres restrictions. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est inscrivez-vous. Il va y avoir des webinaires au niveau des bureaux d'études internationaux où on va vous donner des informations actuelles par rapport à ce que l'immigration nous a communiqué, à savoir est-ce que la quatorzaine va être obligatoire, est-ce que le vaccin, etc., va être obligatoire. Mais au moment où je vous parle, il n'y a pas moyen de pouvoir rentrer au Canada à cause des restrictions si vous n'êtes pas exempté de ces restrictions-là. Pour le moment, ce sont les citoyens canadiens, les résidents permanents, les résidents temporaires et certains parents qui ont fait la demande, parce que les parents qui accompagnent leurs enfants qui vont devenir résidents temporaires doivent faire une demande au niveau d'IRCC. Donc, il y a un formulaire. De toute façon, avant la fin de la rencontre, je vais envoyer le lien à Jonathan pour qu'il puisse vous le communiquer. Comme ça, vous allez tout simplement aller sur ce lien-là, cliquer dessus, remplir le formulaire comme quoi que vous aimeriez accompagner votre enfant qui va étudier à l'Université de Montréal. Vous allez fournir les documents nécessaires en conséquence. Ça veut dire son avis d'admission, la lettre d'introduction qui est le fameux document qui dit qu'il est autorisé à aller au Canada et à étudier. Et grâce à ce document-là, il va avoir un permis d'études. Et bien sûr, c'est une fois que vous avez la réponse de IRCC, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir faire votre demande d'AVE et acheter votre billet d'avion. Ne faites pas les choses à l'envers parce que sinon, vu qu'il y a une restriction au niveau des frontières, vous allez peut-être juste perdre de l'argent inutilement. Donc, je le confirme, il n'y a personne qui peut prendre l'avion s'il n'a pas sa lettre d'introduction. Il faut faire une différence entre une lettre d'introduction et un permis d'études. La lettre d'introduction, c'est quand c'est la première fois que vous faites une demande de permis d'études à l'extérieur du territoire canadien. Vous allez recevoir une confirmation qui dit que nous confirmons que votre demande de permis d'études a été acceptée. Ce document-là est au fond votre laissez-passer qui permet à l'agent de bord à l'aéroport de vous laisser embarquer dans l'avion et qui permet à l'agent de douane à la frontière canadienne de vous donner un permis d'études. Juste avant que tu continues, Jonathan, je vais juste donner un dernier point. Il est possible que, parce que présentement au Canada, ce qui se passe, il n'y a que quelques aéroports qui reçoivent les vols au niveau international. Il est possible que vous décidez de prendre un avion qui atterrit à Toronto. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous atterrissez au Canada,
le prochain vol que vous allez prendre de Toronto à Montréal devient un vol interne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà passé la douane à Toronto. Assurez-vous que quand vous passez votre douane dans un autre aéroport qui n'est pas votre aéroport de destination finale, de présenter votre lettre d'introduction. Parce que malheureusement, si vous arrivez à Montréal, vous n'allez pas rencontrer de douanier. Vous allez sortir directement parce que vous êtes déjà arrivé au Canada par Toronto. Ça va faire en sorte que vous n'allez pas avoir votre permis d'études. Il faut votre permis d'études. Et c'est l'agent de douane qui va vous le donner. Généralement, nos étudiants, ils vont atterrir à Vancouver parce qu'ils vont avoir une semaine avant, ils vont aller visiter. Et quand ils arrivent à Montréal, ils s'attendent d'avoir leur permis d'études, mais malheureusement, l'agent de douane, il ne le voit pas à Montréal. Donc là, ils se disent, mais comment je fais? Sauf que nous, quand ils vont arriver, on va leur dire, il est où votre permis d'études? La lettre d'introduction n'est pas un permis d'études. Donc, assurez-vous que si vous n'arrivez pas à Montréal comme porte d'entrée au Canada, assurez-vous d'avoir votre lettre d'introduction et de le remettre à l'agent de douane et lui dire, écoutez, vu que je transite par Vancouver ou Toronto, voici ma lettre d'introduction, pouvez-vous me donner mon permis d'études? Parce qu'arrivé à Montréal, je ne vais pas rencontrer l'agent de douane qui doit me remettre mon permis d'études. Et voilà. Parfait, c'est extrêmement clair. J'ai une autre question parce que chaque année, on accueille des étudiants mineurs au moment de la rentrée. Donc, comment ça se passe pour eux et pour les parents qui les accompagnent également au Canada? Écoute, je te dirais que par... Ah, je pense que tu as accroché, tu t'es mis sur mute. Oui, en effet, merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est qu'en effet, généralement, quand les enfants sont mineurs, la plupart, en tout cas par expérience, la plupart des cas qu'on a vus, c'est plus des personnes qui sont mineures en septembre, octobre, mais après octobre, ils deviennent majeurs. Quand ça arrive, généralement, c'est que les parents qui les accompagnent, ils sont plus là pour les aider à ouvrir leur compte de banque, à signer, à les accompagner pour la signature du bail, etc. et tout. Mais je vous dirais que ça se passe très, très bien. Et au niveau des autres activités, ils peuvent faire toutes les autres démarches. C'est surtout au niveau de l'ouverture du compte bancaire ou bien pour pouvoir avoir un contrat de téléphone, vu qu'ils sont mineurs pour quelques semaines, quelques mois. Et par la suite, une fois que les parents les ont aidés dans ce processus-là, par la suite, ça va très, très bien. Maintenant, après, l'âge pour être majeur diffère d'une province à une autre, mais je vous dirais que par expérience, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des enfants qui sont mineurs, des étudiants qui sont mineurs, c'est une question de 1 ou 2 mois. Et c'est pour ça que les parents, généralement, vont prendre des congés de quelques semaines, de 1 ou 2 mois pour juste s'assurer que l'enfant, toutes les démarches où il a besoin d'avoir quelqu'un, un adulte à côté, il puisse faire les démarches avec eux. Et par la suite, le parent peut partir l'esprit tranquille parce qu'après, c'est très rare qu'on va demander à l'enfant la présence d'un adulte ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon, on rappelle que ce soit les services aux étudiants où tout notre personnel accompagne tous nos étudiants pour la rentrée, etc. Donc même les étudiants mineurs, ne vous inquiétez pas, sont accompagnés. Ah oui, comme tu l'as si bien dit, c'est des étudiants. À partir du moment où c'est des étudiants, je pense que l'ensemble de l'Université de Montréal, l'ensemble des services aux étudiants est là pour les accompagner, pour les accueillir. Et on ne le dira jamais assez, mais le Bureau des étudiants internationaux est un bureau qui est dédié à 100% aux étudiants internationaux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sert pas une autre clientèle à part des étudiants internationaux. Donc, généralement, quand les parents arrivent, moi, je me rappelle encore quand les parents arrivaient sur place, ils me disaient, on vous confie notre enfant. Et là, moi, je disais toujours aux étudiants, écoutez, vos parents, ils partent, nous, on est là. On est là tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Si vous avez une urgence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel. Venez nous voir. Donc oui, il n'y a pas d'âge. On a des étudiants qui arrivent ici à 16 ans, 17 ans. Donc, ce n'est pas un problème du tout et ça se fait très, très bien. Je vais juste peut-être renchérir un peu par rapport à la RAMQ parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues par rapport à l'assurance maladie. Là, je vais donner un exemple par rapport à la France. On sait qu'en France, par exemple, l'assurance maladie, c'est la sécurité sociale qui s'en occupe. Mais la sécurité sociale va donner ce qu'on appelle la base. Après ça, on va devoir prendre ce qu'on appelle la mutuelle, une complémentaire, pour venir un peu nous aider à payer les frais supplémentaires que la mutuelle, la sécurité sociale ne couvre pas. C'est un peu la même chose au niveau de la RAMQ. Il faut savoir que tous les étudiants internationaux, à partir du moment où ils ont une inscription au cours, sont automatiquement assurés par l'Université de Montréal. Automatiquement. Dès qu'il y a une inscription,
vous êtes assuré. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre une assurance voyage ou une autre assurance supplémentaire. Assurez-vous juste qu'il y ait une inscription au cours et automatiquement, vous avez une assurance avec l'Université de Montréal. Cette assurance-là, pour la session de l'automne, elle commence à partir du 15 août. Donc, s'il y a une inscription, généralement, le bac français va se passer en juin, juillet. Donc, vous avez vos résultats. Votre inscription se fait fin juillet, début août. Dites-vous que le 15 août, si vous débarquez à Montréal, vous êtes assuré automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre une autre assurance parce que généralement, il y en a d'autres qui vont prendre d'autres assurances et malheureusement, qui vont avoir la difficulté à se faire rembourser. La RAMQ, c'est quoi? C'est la Régie d'assurance maladie du Québec. Ça joue le même rôle que la Sécurité sociale en France. Ils ont signé un partenariat avec certains pays et parmi ces pays-là, la France, Belgique, etc. en font partie. Il faut savoir que si vous voulez bénéficier de la Régie d'assurance maladie du Québec, vous avez des démarches à effectuer avant d'arriver. Donc, il faut que vous contactez la Caisse de sécurité sociale qui s'occupe de vous au niveau de l'assurance et ils doivent remplir un formulaire. Donc, il y a différents types de formulaires. Il y a le formulaire pour les étudiants qui sont en échange, donc qui sont là juste temporairement. Il y a des formulaires pour les gens qui sont là pour une longue durée, donc pour le programme régulier. En ce moment-là, vous téléchargez le formulaire en ligne. Si vous voulez savoir c'est quoi les formulaires, vous pouvez nous contacter au niveau du BEI ou aller sur notre site. Vous téléchargez le formulaire via Google. Vous l'amenez à la Caisse de sécurité sociale française qui s'occupe de vous. Ils remplissent le formulaire. Une fois que le formulaire est rempli, les prochaines démarches vont se faire une fois que vous arrivez à Montréal. Donc, la quatorzaine terminée, vous allez avoir besoin de 2 ou 3 autres documents. Vous allez pouvoir les numériser et les envoyer à la RAMQ. D'habitude, il faut se déplacer, mais avec la pandémie, tout se fait par la poste. Vous allez pouvoir tout envoyer par la poste et généralement, vous allez avoir pour les personnes qui peuvent bénéficier de la RAMQ jusqu'au 30 septembre pour nous fournir la preuve comme quoi que vous avez une couverture avec la RAMQ. Cette couverture-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous exempter qu'on puisse vous assurer à l'Université de Montréal. Parce que les frais de l'assurance médicale, en tout cas pour l'année dernière, s'élèvent à 900 $ pour l'année. Donc, ça veut dire que c'est 300 $ de septembre à décembre. Donc, si vous nous fournissez la preuve comme quoi que vous êtes couvert avec la RAMQ, vous avez une couverture avec la RAMQ, nous, on va pouvoir vous retirer de vos frais de scolarité un 300 $. Donc, juste pour rassurer les parents qui se posent la question comment on peut faire pour être assuré. Donc, oui, ça existe. Il y a des exemptions par rapport au pays. Donc, en ce moment-là, faites juste suivre la procédure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous contactez via l'adresse courriel du Bureau des étudiants internationaux. Alors, c'est vrai que c'était une question qui revenait souvent, que j'allais reposer après, mais c'est bien que tu l'aies mentionné parce que c'est vrai qu'en Amérique du Nord, généralement, on a la réputation d'avoir des frais de santé assez élevés, mais évidemment, les étudiants bénéficient certaines d'exemptions. On pense à la France, à la Belgique, à la Grèce, etc. Mais même pour ceux qui n'ont pas d'exemption d'accord entre pays, il y a également une assurance qui est prévue par l'université et qui est directement sur votre facture étudiante. Donc, que la question des assurances ne vous inquiète pas outre mesure. Et puis, on espère évidemment que vous serez en santé durant toute la durée de vos études, bien évidemment. Donc, merci beaucoup, Ibrahima. Évidemment, je te garde un petit peu, mais je peux réinviter également mes autres panélistes. Je vois le temps qui file un petit peu, mais j'aimerais prendre encore quelques minutes pour répondre à des questions parce que je vois qu'il y en a énormément. Donc, on va se garder encore quelques minutes. Donc, je renchéris avec Ibrahima avant de passer à Sandra. Mais concrètement, certaines ont vraiment peur de ne pas obtenir les papiers d'immigration avant septembre, fin août, début septembre, et demandent même s'ils peuvent les finaliser, les données biométriques, etc. au Canada. Donc, qu'en est-il pour ces parents, ou devrais-je dire ces étudiants qui ont peur de ne pas recevoir avant la rentrée leurs documents d'immigration? Je vais juste partir des dernières informations qu'on a eues au niveau d'Immigration Canada. Immigration Canada, présentement, a repris un peu, a commencé à accélérer le traitement des permis d'études. Donc, et comme vous avez pu le remarquer, les CRDV sont en train d'ouvrir. Donc, moi, je pense qu'au niveau des parents qui sont inquiets, à partir du moment où vous avez déjà fait votre demande de CAQ ou d'autres ont même déjà reçu leur CAQ, je pense que
il y a de fortes chances que vous recevez votre permis d'études, que vos enfants reçoivent leur permis d'études avant la rentrée. Il faut savoir que généralement, la première ou deuxième semaine de la rentrée, c'est plus une prise en contact, c'est plus, comme tu le disais tantôt, avec la semaine d'accueil où les étudiants sont en train de découvrir le campus, etc. et tout. Donc, je pense que les 2 premières semaines, généralement, quand on est un retard de 1 ou 2 semaines, ce n'est pas aussi grave que ça. Au niveau du Bureau des étudiants internationaux, la date limite pour nous fournir les documents d'immigration, généralement, c'est le 30 septembre. Donc, si vous arrivez à trouver une entente avec votre département, avec la TG2, les professeurs, en les informant que vous allez avoir du retard, mais que vous voulez quand même pouvoir suivre les cours à distance, est-ce qu'ils peuvent vous échanger certains cours, etc. et tout. Si vous arrivez le 25 septembre et que vous avez réussi quand même à pouvoir suivre vos cours avec les professeurs, nous, on n'a aucun problème. En ce moment-là, quand vous arrivez, vous nous fournissez votre document. Et si des fois, vous avez même la possibilité de pouvoir suivre, je ne sais pas, parce qu'il y a certains programmes où les cours vont commencer, disons, en troisième semaine de septembre et que vous n'êtes toujours pas sur le territoire, vous avez un formulaire qu'on appelle la déclaration hors pays, qui est une déclaration qui nous dit que vous n'êtes toujours pas présent au Canada. Grâce à cette déclaration-là, nous, on régularise votre statut en disant que l'étudiant n'est pas au Canada, donc on ne va pas vous désinscrire. Et dès que vous allez arriver au Canada, en ce moment-là, on va vous demander vos documents d'immigration, donc le CAQ, le permis d'études. Il faut savoir que le CAQ, le permis d'études, nous, on en a besoin seulement si vous êtes au Canada. Et si vous nous remplissez bien sûr la déclaration hors pays pour nous dire je n'arrive pas au Canada avant le 28 ou le 29 septembre, à partir de ce moment-là, nous, on maintient votre inscription, on ne vous désinscrit pas. Donc ça, ce sont des façons de vous rassurer en vous disant qu'on ne désinscrit pas première ou deuxième semaine. Généralement, on va désinscrire au mois d'octobre. Et nos étudiants qui ne sont pas encore au Canada parce qu'ils n'ont pas reçu leurs documents, mais qui ont trouvé une entente avec le département pour pouvoir poursuivre leur cours en ligne le temps d'arriver, en ce moment-là, juste la déclaration hors pays, nous, ça nous suffit et on maintient votre inscription. Et puis, il y a 2 questions qui reviennent également souvent que tu as déjà peut-être mentionné, mais bien de le rementionner. La quarantaine, quatorzaine, s'applique également pour le moment aux personnes vaccinées, parce qu'on demande évidemment, les vaccinations dans les pays sont en cours, donc ils espèrent évidemment donc, y échapper. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce que tu as dit, la quatorzaine s'applique à tous les voyageurs entrant au Canada. Je confirme l'information, tous les voyages en provenance de l'étranger qui arrivent par un vol ont une obligation d'être en quatorzaine. Donc, vacciné ou pas vacciné, carnet de vaccin ou pas carnet de vaccin, elle est obligatoire. Je sais que le coût, on revient souvent sur le coût est élevé, etc. et tout, mais par rapport aux échos qu'on a eu d'étudiants qui étaient inscrits à la session de l'été, qui ont fait de la quatorzaine, il y en a qui, après 1 jour et demi, ont reçu leur confirmation comme quoi que le test était négatif. Et l'hôtel a même remboursé la moitié de l'autre nuit. Donc, souvent, on dit c'est 3 jours, mais je vous dirais qu'il y a certains, en fonction de la vitesse à laquelle vous recevez vos tests, il est possible que vous réussissez même à sauver une journée de nuit d'hôtel. On a également quelques questions sur le logement et la banque, mais je veux une dernière question parce qu'elle revient également, tu l'as peut-être précisé. Qu'en est-il des parents accompagnateurs? Est-ce qu'à l'heure actuelle, les parents, même d'enfants majeurs, peuvent accompagner, comme l'ont fait monsieur et madame Sanchez, pour installer leur enfant en septembre? Seront-ils autorisés en fait à rentrer au Canada? En fait, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais redonner l'information. Avant la restriction, il n'y avait pas de problème. Les parents prenaient leur AVE, prenaient leur visa et venaient. Avec la restriction, présentement, leur enfant va devenir ce qu'on appelle un résident temporaire. Donc, les parents peuvent demander, parce que là, il faut qu'ils demandent l'autorisation, ils demandent une exception, parce que les visas touristiques, l'AVE est un visa normal, c'est des visas touristiques. Ils ne peuvent pas venir au Canada. Sauf que vu qu'ils accompagnent leur enfant, il faut qu'ils demandent l'autorisation aux agents d'IRCC via un formulaire que je vais transférer un peu plus tard à Jonathan et vous allez le remplir. Et quand vous allez avoir le go, le feu vert, à ce moment-là, vous faites votre demande d'AVE qui va être approuvée et grâce à ce document-là qui est le feu vert qui vous permet d'accompagner votre enfant, vous allez pouvoir venir avec votre enfant. Parfait, je pense que c'est clair sur cette question-là. Merci beaucoup. Bon, je te garde évidemment à côté parce qu'on a beaucoup de questions, même si le temps file. Je prends encore quelques minutes, on ne s'empêche pas. Sandra, on a également beaucoup de questions de parents qui reviennent sur les logements. Par exemple, ils ont demandé une chambre aux résidences universitaires. Soit ils sont en attente ou ils n'ont pas eu. D'autres personnes n'ont pas encore demandé cette chambre. Donc, qu'en est-il un petit peu des logements, comment les trouver, puis la situation dans les résidences, même si on en a déjà un petit peu parlé?
Oui, c'est sûr qu'aux dernières nouvelles, les résidences n'étaient pas encore en pleine capacité. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, ils sont encore en capacité limitée. Donc, nous, le conseil qu'on donnera aux parents, c'est n'hésitez pas à chercher des chambres ailleurs. Ce n'est vraiment pas un problème. Montréal, c'est une ville étudiante. J'ai vu beaucoup passer de questions par rapport aux tarifs. Combien ça peut coûter une chambre étudiante en colocation ou autre? On dit souvent que le tarif, c'est autour de 500, 600, 700 $ par mois. Et si jamais vous avez des questions pour le logement, je crois que tu m'en en reparler, Jonathan, mais il y a des fois des séances d'information faites par nos collègues du service aux étudiants finalement, c'est un webinaire complet sur comment se trouver un logement quand on vient de l'étranger. Donc, ça peut être très, très intéressant. J'ai vu également des questions par rapport au logement. Est-ce qu'il faut faire un état des lieux? Est-ce qu'il y a une caution? Est-ce qu'on doit faire une preuve de financement ou quoi que ce soit? Gardez en tête que c'est quand même beaucoup plus simple chez nous que dans bien des pays. Donc, non, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Donc, il n'y a pas de souci trop de ce côté-là. Il y a également une question qui revient régulièrement par rapport au compte bancaire. Donc, bon, évidemment, il y a les SAE qui donnent des petits conseils, mais est-ce que c'est possible de l'ouvrir à distance ou faut-il vraiment l'ouvrir beaucoup d'avance et y verser l'argent? Ou quand on arrive tout simplement au Canada pour s'ouvrir un compte, il y a plusieurs succursales, bien évidemment, d'agences différentes à Montréal, mais est-ce que tu as un petit conseil peut-être à donner ou à renvoyer au SAE? Oui, bien sûr, très, très honnêtement, ça peut se faire sur place. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'urgence immédiate le jour 1 d'arrivée d'étudiant d'avoir un compte en banque. Par contre, j'ai vu des questions passer. J'ai vu une question de François qui se demandait est-ce qu'il faut quand même ouvrir un compte en banque ou est-ce qu'on peut fonctionner uniquement avec des virements? Très honnêtement, oui, il faut finir par ouvrir un compte en banque. Ça va vraiment être hyper utile tout au long de la vie de l'étudiant dans son parcours chez nous. Dès que l'étudiant va vouloir faire quelque chose, acheter quelque chose ou quoi que ce soit, c'est vraiment, mais vraiment plus simple si l'étudiant a son propre compte en banque. C'est également pratique si l'étudiant travaille. Assurément, l'employeur va vouloir verser le salaire dans un compte en banque canadien et non pas à l'étranger. Donc oui, c'est quelque chose qui doit se faire. Ce n'est pas une urgence à faire le jour 1. Si c'est possible de le faire avant, oui, mais honnêtement, pas de stress de ce côté-là non plus. Là. On et il y a également plein de banques à Montréal. Vous allez trouver vraiment votre bonheur. Donc, il y en a l'idéal, mon conseil, ça serait chercher une banque qui est à côté du logement de l'étudiant. Ça peut être également un bon critère de sélection. Parfait. On a également, donc là, c'est pour Ibrahima, une question qui revient. On a parlé de la quarantaine, etc., ou du passage aux frontières. Mais qu'en est-il pour nos amis qui viennent des États-Unis, qui sont juste en dessous? Peuvent-ils traverser facilement la frontière? Doivent-ils faire la quarantaine? Peuvent-ils venir avec les parents? Les mêmes questions se posent, mais eux, ils viennent évidemment par voie terrestre. Normalement, ce que Immigration dit, c'est que la quarantaine est obligatoire pour tout le monde. Mais on s'est rendu compte que les gens qui arrivent des États-Unis par voie terrestre, la plupart ne font pas la quatorzaine, mais elle est obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, vu qu'il y a quand même une restriction pour entrer au Canada, quand vous arrivez, il est possible que l'agent, parce que l'agent, vu que vous allez être considéré comme un étudiant, il est possible qu'il vous demande votre plan de quarantaine. Donc, qui s'assure que vous allez respecter la quatorzaine. Il est même possible qu'il vous demande est-ce que vous avez réservé votre hôtel. Parce que n'oubliez pas que votre entrée sur le territoire canadien, le dernier mot, c'est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à l'agent. Donc, moi, je vous dirais, prenez pas de chance parce que oui, on en a entendu parler, mais si vous arrivez et que l'agent vous demande votre plan de quarantaine, parce qu'il doit vous remettre un permis d'études, à part que vous me dites que vous avez déjà un permis d'études, mais si vous n'avez pas de permis d'études, c'est sûr que vous allez lui présenter une lettre d'introduction. Si vous lui présentez une lettre d'introduction, c'est sûr et certain que l'agent va vouloir faire toutes les vérifications pour s'assurer que vous avez la possibilité de rentrer. Et parmi cette possibilité-là, c'est je veux voir votre test PCR, je veux voir vos 3 nuits réservées à l'hôtel et je veux voir votre plan de quatorzaine. Donc, moi, je vous conseillerais, prenez pas de chance. C'est sûr que c'est une année très particulière. Cette année, il y a beaucoup de règles qui n'existaient pas avant. Et c'est sûr que tout ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est des règles qui ont lieu aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas les règles dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer fin août? Bien, il est possible que les règles changent. Donc, c'est super important de rester à l'écoute. Le BEI fait justement très régulièrement des webinaires, des séances d'information. Donc, on va vraiment vous informer si jamais les choses changent. Mais tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est. Mais juste pour renchérir ce que tu viens de dire. Beaucoup, hein? Juste pour renchérir sur ce que tu viens de dire, Sandra, c'est qu'en effet, à l'heure actuelle où on se parle, les règles sont jusqu'au 21 juin. D'accord?
Comme je vous l'ai dit, Immigration Canada, à tous les mois, va contacter l'ensemble des personnes, des structures qui travaillent avec des personnes qui ont besoin de rentrer sur le territoire canadien pour les informer des nouvelles restrictions ou de l'allègement des restrictions. Parce qu'en octobre dernier, nos étudiants n'avaient même pas la possibilité de rentrer au Canada. Au mois d'octobre, ils ont donné la possibilité aux étudiants de revenir. Donc, après ça, c'est des restrictions, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'allègements qui se font. Et présentement, il y a quand même une diminution de la COVID, en tout cas au niveau du Canada et du Québec. Donc, on a espoir qu'ils vont alléger pas mal de choses. Donc, il faut rester à l'affût de l'information parce que l'information, malheureusement, depuis la pandémie, change à tous les mois. Donc, on croise les doigts et on espère que ça va être, les choses vont s'améliorer avec le temps. Et justement, évidemment, on l'a déjà dit, on croise les doigts, hein, on voit une amélioration, comme on dit, nous, la lumière au bout du tunnel, on va arriver à retrouver une vie normale progressive. Donc, évidemment, on reste informé. Merci beaucoup à tous mes invités et surtout du temps que vous avez consacré à rester un petit peu avec moi. Et merci également à tous les participants. Comme je dis toujours à la fin de webinaire, restez connectés. Merci.